Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce soir, le mercredi 28 juillet, Be'ezrat Hashem. Et donc, on est déjà le soir, on est déjà le Kaf du mois de Av, le 20 Av, Be'ezrat Hashem, Itbarach, V'yitaleh Shmo La'ad. Shiur, aujourd'hui, ce soir plutôt pour la Haskara. C'est ça. Donc, on est déjà le mercredi soir, Kaf du mois, acheté par Daniel Elbaz avec la prélévation de l'âme de Hanoun Léopold Elbaz Zichronu Bracha Roch Hashem Tenachenu Began Eden, parce que ce soir c'est Askara et toute la journée de demain. Donc le shiur sera pour lui sur un sujet intéressant qu'on m'a demandé de faire. Donc je vais essayer de le faire avec l'aide d'Hachem du mieux que je puisse. C'est un vrai sac de nœuds ce sujet, comme on va le voir tout de suite. Les couples recomposés, on va parler de ça un petit peu. Bezrat Hashem, et ensuite, tout de suite derrière, il y aura un shiur sur un monde de réflexion. Parce que c'est vraiment ce que beaucoup de gens m'expliquent un petit peu leurs problèmes, et j'ai l'impression qu'ils ne s'en sortent pas parce qu'il manque un énorme fossé de psychologie dans les relations entre les uns et les autres. Donc le premier shiur de ce soir avec l'aide d'Hachem, c'est sur les couples recomposés. On passera en même temps à l'élévation de l'âme de mon beau-frère adoré, Georges Liban Simcha Alice. Une grande fois pour toute notre liste de malades, Be'ezrat Hashem, que Dieu leur donne une grande santé à tous, Moratimi, Vivien Batesser, Sarah Tabat Fred Myriam, Meir Ben Rivka, Yanaï, Ben Esther, René Marlouf, Ben Sarah, Hayaru Hamessa Bat Rivka, Vechoulé. Et on commence tout de suite ce premier shiur sans trop tarder. Shiur qui sera très important à écouter, parce que bien entendu, même s'il est basé sur beaucoup d'attraits psychologiques, il est Kulo Torah. Les enfants ont le devoir de respecter leurs parents. Honore ton père et ta mère. Dans l'ordre chronologique, si un père dit à son fils va à droite et que la mère dit va à gauche, il y a marqué Chabed et avicha ve'et imecha. Donc il se doit d'abord de donner l'écoute au père et seulement ensuite à la mère. Pourquoi ? Parce que la mère elle-même est assujettie au respect du mari. D'accord ? Mais la reine, je parle de selon la halakha. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, pas du tout. C'est quoi ce truc ? Change de chaîne. Moi, je te dis ce que la Torah dit. Je travaille pas pour moi. Je représente ce que j'étudie. Donc, dans le Shulchan Aruch, dans la Torah écrite comme la Torah orale, d'abord le père et ensuite la mère. D'un coup, bizarrement, d'un coup, on relit le contraire. Tu craindras ta mère et ton père. Donc, des fois, la Torah, elle donne d'abord primauté à la mère et après au père. Bameh Dvarim Amurim. Pourquoi la Torah dit-elle ça ? Elle dit tout simplement parce que, comme les enfants ont l'habitude de les alzel bekvodaïma, comme la mère, en général, c'est elle qui protège plus l'enfant que le père, qui est plutôt rock avec les enfants, plutôt menaçant. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le contraire, mais pas dans toutes les familles. Mais il y a plus de règles aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Mais la Torah nous demande imecha betavicha tira, où vous craindrez. Donc, on a un ordre, pas simplement d'honorer ses parents, mais aussi un ordre de crainte. Et comme la crainte, on l'a naturellement pour le père, chez Neymar, Mishin, Ichnas, Av, Memaatim et Simcha, comme le dit la Gemara dans Ta'anit 26, quand entre le mois de Av, on diminue la joie, c'est une allusion qu'en général, avec le père, on se la ramène moins qu'avec la mère. À l'époque, c'était comme ça, en tout cas. Et souvent, les mères disaient, bon, de toute façon, ton père, il va rentrer, tu vas régler ça avec lui, l'enfant se calmait. Aujourd'hui, on entend plutôt, bon, ta mère va rentrer, tu régleras ça avec elle. Donc, il y a beaucoup, c'est pas des généralités, je sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui, les règles sont plus les mêmes que toutes celles qu'on a connues pendant ces 6000 ans d'existence, pratiquement, au sein de notre communauté, en tout cas. Quoi qu'il advienne, il y a une autre explication qui concerne le sujet qu'on va développer, c'est que d'un côté, honore ton père et ta mère, de l'autre côté, la mère passe avant le père. À quel moment ça existe au niveau de la halakha ? Quand les parents, malheureusement, divorcent. Quand il y a un divorce qui est prononcé entre papa et maman, dans ce cas-là, d'un côté, le père peut dire avant d'écouter ta mère, tu sais, l'autre, parce qu'il est divorcé maintenant, donc il se permet de commettre des très très graves erreurs de langage. Eh bien, résultat des courses, on lui dit, d'accord, il y a aussi marqué ta mère et ton père, tu craindras. Des fois, papa, il passe avant maman, et des fois, maman passe avant papa. La halakha a fixé que pour un couple divorcé, les enfants peuvent écouter aussi bien le père et la mère au même niveau, pas que quand ils étaient mariés. Ça veut dire que vraiment les enfants sont divorcés. Si le père dit va à droite et que la mère dit va à gauche, dès qu'ils sont divorcés, l'enfant peut se rendre quitte en écoutant l'un comme l'autre.
C'est-à-dire, donc il y a quand même une différence. Alors ce qu'il faut comprendre et réaliser, c'est que malheureusement et heureusement, la vie, quand elle offre un tikkun, une punition, parce qu'on la mérite, des fois on fait des bêtises, le mec qui trompe sa femme, ou il lui parle mal toute la journée, il lève la main sur elle, et ben ça finit avec un divorce. Ou alors, elle existe comme un meuble à la maison, au bout d'un certain temps, la femme lui dit, écoute, t'es bien gentil, mais moi je me suis pas marié pour être un meuble de décoration dans la maison, ça me convient pas. Ou alors, pire encore, le coup de foudre pour une autre, ou alors la femme qui décide de retrouver sa jeunesse parce qu'elle a fait un super régime. La liste de pourquoi les gens divorcent, elle est tellement longue qu'il me faudrait 3 jours d'affilée pour vous donner le pourquoi des choses. J'avais fait un cours à l'époque qui s'appelait Pourquoi le mariage, pourquoi le divorce. Là, vous pouvez regarder la liste, elle est très longue. Il y a des gens qui ont fait l'opération de l'estomac, ils étaient très 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 obèses, et puis maintenant ils sont devenus sylphides, et puis d'un coup elles se découvrent envie de retrouver leurs 20 ans, alors qu'elles ont juste 43 ans, et donc mettre un terme à leur vie de couple pour se plonger dans un monde de dommage. Ça passe vraiment de dommage, raval, de gâcher une vie de famille. Au contraire, maintenant que tu es bien dans ta peau, donne le meilleur à ceux qui t'ont entouré jusqu'à maintenant. Non, on a décidé, dans une espèce d'égocentrisme, d'égoïsme, en trouvant que des défauts d'un coup chez le conjoint, dans la famille, dans la belle famille, d'un coup tout le monde est pourri, parce qu'en réalité on a besoin de prétextes, ou même s'ils sont vrais à un certain degré, on a besoin de prétextes pour quitter. Et l'homme c'est pareil, il y a aussi des jeunes qui... il y a aussi des jeunes personnes qui... des hommes, pardon, qui ont perdu à l'âge de 55 ans, 59 ans, je parle de vraies histoires, 60 kilos avec une opération, maintenant ils refont du sport, et d'un coup ils se prennent pour des petits genoux de 16 ans, avec des jeans troués, déchirés, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, je pourrais avoir 2 de 30 au lieu d'une de 60, mais des trucs de ouf. Les gens sont fous, ils sont tellement véhiculés par des films et des émissions et des fréquentations sans Torah, que tous les gonflent en fin de compte et ils basent tout. Quand je dis qu'ils basent tout, c'est-à-dire que leurs yeux, pour justifier, vont se tourner vers que les défauts de conjoint, de la situation. De toute façon, j'en ai marre de la vie que j'ai en général. Dis tout simplement que tu as envie d'essayer autre chose dans ta vie, tu n'as pas envie d'être prisonnier d'une situation qui aujourd'hui te maintient dans un respect et dans des règles que tu te dois de respecter en tant qu'époux ou épouse. Donc tout ce que je dis, c'est dans les deux sens. Le seul problème qu'il y a, c'est que dans la débilité qui traverse l'esprit de l'homme, c'est pas moi qui l'invente le mot débile, mais c'est la Gemara qui le dit. Ruach shtut nichnas bo. C'est pas une insulte. La Gemara qui dit que tout ce que nous faisons comme erreur ou comme dégâts dans la vie, c'est un ruach shtut, un esprit débile qui te pénètre. C'est-à-dire, des fois, les gens font des choses, et c'est souvent après, comme la vie est une école, beaucoup de réflexion, qu'ils se rendent compte des erreurs qu'ils ont commises. Alors, tant que c'est les parents, à la limite, quand on joue avec le feu, on se brûle. Un homme qui n'a pas compris qu'une femme, elle avait besoin et qu'elle avait des besoins et qu'il les a ignorés, il paye les conséquences de sa bêtise humaine de ne pas avoir été l'homme qu'elle attendait. Ça veut dire que, comme je l'expliquais ce matin à un couple que je dois marier bientôt, si Dieu veut, ne commettez jamais l'erreur de croire qu'une femme ou un homme, quand on se marie, c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est tous les jours à renouveler ce mariage. Du jour au lendemain, on peut tout à fait arrêter pour des raisons auxquels on ne s'attendait pas du tout ou qu'on n'avait pas vu venir. Malheureusement, tout le monde commet cette même erreur de croire que maintenant qu'on a des gosses, on est marié, tout va bien. Vous vous gourrez complètement. Tout comme Hachem Mechadesh Bechol Yom, tout vaut son amour pour le peuple d'Israël, renouvelle le lever du soleil, renouvelle l'apparition de la lune, c'est qu'on dit dans la prière Mechadesh Bechol Yom. De la même façon, le mariage est quelque chose qu'on doit renouveler chaque jour, tout comme si tu as su la draguer, tu as su tenir compte d'elle, chaque jour, il faudra revenir sur cela. Et résultat, les gens divorcent. Malheureusement, ils divorcent très souvent avec perte et fracas. Ma réponse est qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Faut assumer ses bêtises dans la vie. Quand tu fais un vol à main armée, tu te fais arrêter, tu prends 10 ans de prison. Faut l'assumer. Quand tu fais des bêtises, à regarder des films que tu n'aurais pas dû voir, à parler avec des femmes, comme la Torah te dit, Altar Besichaim Aisha Utermidai, qu'est-ce que tu parles trop avec ta secrétaire? Qu'est-ce que tu parles trop avec la voisine? Qu'est-ce que tu parles trop avec la meilleure amie de ta femme? Qu'est-ce que tu parles trop? Pourquoi tu passes des vies? Alors t'étonnes pas après des résultats que se crée une espèce de feeling, it's gonna find a feeling, et que sauf, le feeling finit par des petits bisous, bon, tu sais, on va voir, c'est un jeu au début, tout passe par un jeu, et sauf on tombe. Ok, super. On arrive au vif du sujet. Le seul problème, c'est que, Baruch Hashem, dans ce genre de cas,
Quand Baruch Hashem, il n'y a pas d'enfant au milieu, bon, ben, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, chacun son live, et puis goodbye. On a été mariés, on a divorcé, on a ou pas des biens ensemble, ça se discute, ça se fait, il y a des lois al-pi al-khay, non pas les avocats qui vont tout de suite intervenir et agir en conséquence, parce que là, dans ce cas-là, on rentre dans un gezel, dans un vol terrible, faut voir ce que dit la halakha. Faut voir ce que dit la halakha. Tout de suite, on appelle un avocat, mais l'avocat, lui, il suit des lois de Goy, et nous, on est juifs. Qu'est-ce qu'a le droit de prendre l'homme? Qu'est-ce qu'a le droit de prendre la femme? Il y a des dayanim. Bon, ce matin, le vote est passé, vous l'avez entendu. Maintenant, on aura des dayanim réformistes en Israël. On aura vraiment tout vu. Je suis très content parce que on pouvait pas tomber plus bas. Maintenant, on peut que remonter grâce à Dieu. Tout ça annonce quoi? Oui, c'est comme la femme, quand elle a une jambe à droite et à gauche et qu'elle urine, quand même temps, elle fait ses besoins, tellement elle pousse, bah, sauf ça apporte un enfant. Des fois, l'enfant, il vient pas dans la beauté de l'image, il vient dans la saleté de l'image. Mais l'enfant, il vient, après on le nettoie, on fait une petite douche, ce sera le mikvé de la fin des temps, et puis Bezrat Hashem, l'enfant va grandir, le peuple d'Israël va sortir de cette clipa qui nous a fait naître en tant que nation pour se débarrasser de tous ces excréments qui nous entourent. Et désolé pour l'image, pour ceux qui mangent en regardant le cours. Tov, résultat des cours, j'aimerais vous parler de choses qui sont très sérieuses et qui sont vraiment dramatiques. C'est que tout simplement, il y a pris en otage des enfants dans ce divorce. Pourquoi est-ce qu'ils sont pris en otage? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que les enfants ne peuvent pas faire de choix entre papa et maman. Et que malheureusement, comme on est dans une génération très spéciale au niveau fragilité de l'esprit, eh bien, on se sert souvent des enfants pour communiquer aux parents de l'autre ce qu'on a à lui dire. Bon, quand l'enfant il a 20 ans, 22 ans, 23 ans, on peut dire, bon, tu diras à maman, tu lui expliqueras avec des mots gentils. Mais c'est même pas comme ça que ça se passe. Je te préviens, tu dis à ta mère. L'enfant, il a juste 6 ans, 7 ans, 8 ans. Maman, j'ai un message de la part de papa. Oh, papa, qui? Ce fainéant, ce pouilleux. Pourquoi vous pourrissez la vie des gosses? Pourquoi vous pourrissez la vie des enfants? La main. Mais mettez la main. Il faut vraiment être quelqu'un de profondément mauvais, médiocre, et je dirais presque débile, pour utiliser des enfants comme intermédiaire dans la relation. Ça ne regarde pas les enfants. Les enfants, ils ont déjà subi une bombe atomique. Toi, ce que tu fais après Hiroshima, tu envoies l'autre bombe atomique à Nagasaki. C'est-à-dire que ça suffit pas que l'enfant, il est enterré vivant. Il faut que tu lui fasses triatamétine pour le réenterrer vivant. Lama. Lama, les rêve et tailler la dîme. Pourquoi mêler les enfants? Tu peux prendre un apotropous, c'est-à-dire une personne intermédiaire responsable. Tu peux faire passer, par exemple, par un message de la meilleure amie, Makorepo. Tu peux éventuellement, parce qu'en général, tant que la personne n'est pas remariée, on communique juste le minimum. Aval loyoter misé. Les enfants sont pris en otage. Ils vivent déjà une situation pas évidente. Une fois chez papa, une fois chez maman. Le pire, c'est qu'ils jouent le rôle, très souvent, dans les familles aujourd'hui, en 2021, déjà depuis 5, 6, 7 ans, ça s'est beaucoup accentué, du psychologue des parents. Ça veut dire que maintenant, les parents se confient à leurs enfants. Comment c'est possible? C'est un enfant, même il a 10 ans. Il n'a pas rentré dans ce monde-là. Parce qu'en écoutant tes problèmes, ils viennent d'où? Tu veux savoir la vérité sur papa? Eh bien voilà, papa, il a fait ça et ça et ça. Mais quand il regarde son père, il voit quoi, lui, demain? Il voit une personne sur laquelle il ne peut plus compter. Ton fils, ça ne le regarde pas. Quand il aura grandi, acquis de l'assurance pour lui-même, acquis des raisonnements de par lui-même, acquis de la spiritualité, il sera armé pour comprendre, sans juger. Parce qu'il n'a pas le droit de juger son père ou sa mère, quoi qu'ils aient fait. Résultat des courses, les parents jettent leurs enfants directement dans la gueule du Gehinam. Excuse-moi pour le m'employer, mais c'est comme ça que ça dit. Ça veut dire que l'enfant se retrouve à dire de façon, maman a la raison, tu es un ceci, tu manques de respect à ton père, tu viens de perdre ton monde futur. Pourquoi tu fais ça? Et qu'est-ce qu'on fait? On salit la neshama de nos enfants. Non seulement on les a mis dans une situation de porte-à-faux, mais en plus de ça, on leur fait du moti shemra sur l'un des deux conjoints qui est leur père, alors que comprenez-le une fois pour toutes, les enfants ont besoin d'avoir 2 exemples dans leur vie qu'ils sont indispensables. Papa doit être un héros, maman doit être un exemple. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous voyez quand Dieu nous donne un fruit, il a créé la clipa, c'est pour ne pas qu'on voit le fruit tout de suite. C'est quand on arrive chez soi, on ouvre, ah, elle est un peu pourrie. Vous allez me dire, c'est dommage. Oui, mais on est déjà chez soi. Pérouche, d'avoir que quand la personne, elle a trouvé sa propre identité, elle peut se construire. Parce que comment vous voulez qu'un enfant grandisse quand il apprend plus tard que sa mère était une prostituée ou que son père était un proxénète?
n'importe quoi. C'est un pur drogué, c'est un clochard, c'était un voleur. Lama, pourquoi tu prends ce rôle du médiateur négatif pour tes enfants? Pour qu'ils se mettent dans ton camp et que vous soyez deux maintenant à cracher sur l'autre? T'avais besoin d'aide à ce point-là? Non seulement tu seras puni, non seulement tu n'as plus de monde futur, tu fais du Motzi Shemra. Le pire, c'est que comme tu fais un mauvais nom à l'autre, tu récupères tous ses péchés, tu lui donnes tous tes mitzvot. Vous êtes tous pardon. Mais c'est pas ça, hein, c'est Roland Garros. Hein. C'est Wimbledon. Hein. C'est-à-dire, l'enfant, il va à droite, maman est une pourrie, l'enfant, il va à gauche, papa est un pouilleux. En fin de compte, il dit, alors si j'ai bien compris, moi, je suis donc issu d'un pourri et d'un pouilleux. Donc, je suis une ordure. Parce que si mes parents sont pourris, comme on dit, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Ce qui fait que ne vous étonnez pas que vos enfants, demain, deviennent de purs pervers narcissiques, des psychopathes, des fous de la vie, des gens qui n'ont qu'une confiance en eux, ou pire encore, des loques humaines, qui vont se plonger dans l'alcool pour oublier la provenance qui les a mis au monde. Faites attention, arrêtez cet égoïsme, cet égocentrique, de prendre constamment vos enfants en otage dans une situation dans laquelle ils ne respirent plus, car ils ne savent plus où donner de la tête. Il y a pire. Pour eux, il y a pire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire quand ils sont jeunes? Quand leur père et leur mère se remarient. Là, c'est plus Hiroshima, c'est plus Kawasaki, c'est quoi? Nafalabou. Ouais, mais on s'en fiche. Kawasaki, c'est aussi le nom d'une maladie. Hein. Et là, c'est l'explosion internucléaire, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il n'y a plus de terre pour eux, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que comprenez-les une fois pour toutes. Je voulais faire un cours qui soit court, mais cours à la tunisienne, ça fait à peu près 40 minutes que je me donne avec l'aide d'Hachem, parce que j'ai un deuxième cours à faire après. Écoutez bien. Quand un homme et une femme font un enfant ensemble, ils font passer leurs chromosomes, leurs données, d'accord? Comme le dit la Gemara, dans le sang, dans les os, dans les yeux, chacun des deux parents transmet dans la biologie de l'enfant une partie de lui. En d'autres termes, si je fais papa plus maman égale enfant, l'enfant ne vient pas de lui-même, il vient de sa propre neshama. Mais ce dont il est composé, c'est une partie intégrante des deux parents. Dans l'enfant passe la neshama, au niveau du nefesh de la mère et au niveau du nefesh de l'homme, à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est un enfant? C'est une personne qui est composée de papa et maman. Il n'est pas composé de la nouvelle maman qui va rentrer dans sa vie, qui ne sera jamais sa maman. Donc, l'enfant se retrouve quand le papa se remarie, ou la maman se remarie. C'est ce qu'il y a de mieux quand les deux refont leur vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand il y en a un qui est toujours célibataire et que l'autre fait sa vie, on a l'impression de vivre une pseudo-injustice divine en disant quoi? Non seulement, tu te rends compte, celui-là, avec tout ce qui m'a fait de mal, en plus, il refait sa vie. Espérons qu'il crève et que machin, et hop, on repart dans les délires, alors qu'on ne sait pas sur quoi il est tombé. Peut-être que la fille qu'il a épousée va lui faire payer le mal qu'il t'a fait. Alors ne te réjouis pas trop vite ou ne pleure pas trop vite. Laisse faire Hachem. Le mieux, occupe-toi de toi. Maintenant que tu es célibataire, tu as retrouvé ta liberté, tu as retrouvé tu es plus marié, occupe-toi de ta vie. Tu n'as pas assez à t'occuper pour t'occuper de la vie de l'autre. L'autre, oublie. Et vous verrez que malgré tout ça, la guerre ne fait que commencer. C'est ce qu'on appelle un sac de nœuds. On peut démêler beaucoup de choses. Mais les couples recomposés avec des enfants, sachez-le, représentent presque jusqu'à 90% des raisons du divorce du couple qui se marie. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas le code psychologique d'un couple recomposé. On ne peut pas demander à un enfant qui, de façon naturelle, est composé de la maman qu'il a mis au monde, de se retrouver face à une nouvelle maman qui n'est pas sa mère, et il va bien lui faire comprendre. Pourquoi? Psychologiquement, il ne peut pas l'accepter. Pourquoi est-ce qu'un fils ne peut pas accepter ce mec qui rentre dans la vie avec maman dans la chambre, duquel il va entendre l'enfant quoi? Les voir rigoler, les voir s'embrasser. Et pour lui, c'est du gâchis. Pourquoi c'est du gâchis psychologiquement? Parce que pour lui, il dit, mais pourquoi on me fait subir ça? Tu ne pouvais pas faire ça avec maman? Pourquoi tu n'as pas rigolé avec maman? Pourquoi moi, je dois être le korban, le sacrifice de ce que je suis en train de voir? En fin de compte, tu peux le faire. En fin de compte, tu pouvais le faire. Ce que t'as demandé papa ou ce que t'as demandé maman, t'étais prêt à le donner à un étranger, alors que moi, j'étais issu de vous. Ce qui fait qu'il y a une espèce de haine qui se crée automatiquement, de façon légitime, écoutez bien les mots, c'est important, légitime et naturelle. Légitime et naturelle. Pour deux raisons.
Ce que je dis pour l'un est valable pour l'autre. D'accord? On va pas à chaque fois dire papa, maman, papa. C'est-à-dire, on va prendre le cas d'un homme remarié avec sa nouvelle épouse. Pourquoi est-ce que c'est un vrai sac de nœuds? Pas parce que l'enfant, s'il a le malheur d'avoir le bonheur de tomber sur une comme on dit, une belle-mère, donc la nouvelle femme de son papa, une belle-mère, qui est merveilleuse. Elle est géniale. Bah, l'enfant, il est content, elle lui fait à manger, elle veille sur lui. Et le problème, c'est qu'il a envie de l'aimer, mais il peut pas. Pourquoi un enfant, il peut pas aimer sa belle-mère? Pourquoi il a du mal à lâcher? Allez, ouvre ton cœur, bon, tant pis, c'est la vie, prends ce qu'il y a. Il peut pas. Parce que s'il l'aime, pour lui, il trahit sa mère. Je peux pas faire ça à maman. Moi, j'ai qu'une maman. Ne vous inquiétez pas, la maman de l'autre côté, elle va bien lui faire comprendre. Tu n'as qu'une maman. Maman est seule, mais elle est là pour toi. L'enfant, il retourne, miskin, il voit sa belle-mère, il va lui cracher dessus. Deuxième point que vous devez comprendre au niveau psychologique, c'est que maintenant que papa, il a trouvé celle-là, ben celle-là, maintenant, devient un obstacle définitif à mon rêve. Lequel? La mitzvah de Hashabat Kala. L'enfant, lui, il espère toujours quand il va dormir le soir, allez Hachem, allez, puisque tu existes, ramène papa avec maman. Mais maintenant qu'il s'est marié, mais il voit un bouc noir. Il voit un monstre, un chine d'alette. Pourquoi t'es rentré dans la vie de mon père? J'en ai rien à faire de votre histoire de couple. Maintenant que tu existes dans la vie de mon père, tu m'as fait tout simplement éteindre mon rêve. Donc, ce qui se passe qu'au niveau de comprenez-les vraiment, au niveau de la conscience d'un enfant, il y a des sacs de nœuds dans l'esprit qui sont très délicats. Si t'es génial, je t'en veux. Pourquoi? Parce que t'es génial. T'es génial parce que j'ai envie d'être bien avec toi. Mais si je suis bien avec toi, j'ai l'impression de trahir maman inconsciemment. À me dire, ça a été avec... ça va là-bas? Ouais, tu sais, ma belle-mère, elle est géniale. Tu sais ce qu'elle nous donne? Je vais faire de la peine à maman. Ah ouais? Pourquoi ta mère, elle est pas bien? Tout de suite. Comme elle est blessée elle-même, elle va réagir comme une enfant. Pourquoi maman... Mais j'ai pas dit que t'es pas bien, maman. De toute façon, il n'y a pas de problème. Tu veux rester là-bas, tu peux rester même le week-end. Réaction débile d'une maman qui n'a rien compris à l'éducation d'un enfant. Elle lui refait 3 sacs de nœuds à l'intérieur de son esprit, ce qui fait que l'enfant, il a compris que maintenant, attention, même si elle me dit, chérie, tu veux que je te fasse une pizza? Si tu veux. Qu'est-ce qu'il a, le petit? Pose la pizza, mais tu pourrais dire merci. J'ai pas envie de te dire merci. Ben ça va, calme-toi, il n'y a pas de problème, hein. Je suis pas ta mère. Exactement. Pourquoi? Parce que l'autre en face, mesquine, la vraie maman biologique, c'est-à-dire, elle a pourri une fois de plus l'ambiance de son fils, en vidant son problème psychologique, de son mal de vivre, qu'aujourd'hui, même son fils, il pourrait aimer une autre maman qu'elle-même, et elle en veut. Il y a l'autre volet, qui est encore plus grave, comme le dit la Gemara, c'est que les belles-mères, en général, n'apprécient pas trop les enfants de l'autre. Pourquoi elles les apprécient pas trop? Je dis bien la maman plus que le père. Un beau-père n'a pas les mêmes difficultés à affronter qu'une belle-mère. Pour quelle raison? C'est tellement simple qu'un handicapé mental le verrait tout de suite. Qui c'est qui ramasse les chaussettes, les slips, qui se tape les odeurs des gosses? Qui c'est qui nettoie les chiottes? Qui c'est qui ceci? Excusez-moi pour l'employer, mais je parle un petit peu comme ça pour éveiller les esprits. C'est pas le père. Le beau-père, il va pas venir faire la chambre de son beau-fils. Et il va dire, il a qu'à le faire. T'as qu'à lui faire que sa mère. Mais par contre, quand le père, il amène ses enfants, c'est pas lui qui va faire à manger, c'est pas lui qui fait les lessives, c'est pas lui, quand le petit vomit, qui va les nettoyer, oh, ça me dégoûte, tu peux, je t'en supplie. Donc, la belle-mère, elle a tout le temps le mauvais rôle. Elle se tape le travail de la mère biologique. Mais elle n'a pas du tout le remerciement et la reconnaissance d'une mère biologique. Ce qui fait que la belle-mère, elle a tous les mauvais rôles et aucune, aucune compensation. Ce qu'elle fait, tu dois le faire. Avec des mots d'un mari encore plus débile que les autres, parce qu'il faut vraiment être débile pour répondre une chose pareille. Ben écoute, chérie, quand tu m'as épousé, tu savais que j'avais des gosses, hein? Oui, mais il fallait me dire que tu cherchais une femme de ménage pour eux. Non, j'ai pas compris, attends. Donc je t'ai épousé, c'était un piège? Ben, t'as tes gosses, tu t'en occupes. Réponse, Nachon. T'as tes gosses, tu t'en occupes. Celui qui doit faire à manger aux enfants, c'est le père biologique, c'est pas la belle-mère. Si elle le fait, elle fait une tova. Elle fait je vais expliquer ça dans un langage de Torah parce qu'on est des Bnei Torah. Elle fait du chesed. C'est pas un dû. Quand elle lave les slips du gosse qui lui dit même pas merci,
C'est pas un dû, c'est du chesed. C'est du pur chesed. Et l'enfant lui fait bien comprendre, hein, je t'ai rien demandé, hein, t'as qu'à pas le faire. Le problème, c'est que tu pues. Le problème, c'est que tu ramasses pas tes affaires. Le problème, c'est que tu déranges l'atmosphère. Ouais, de toute façon, j'ai compris, je vais me casser. Chez maman, je dérange. Ici, je dérange. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sac de nœuds dans la tête de la mère, qui est la belle-mère, qui dit, j'en ai ras-le-bol de cette situation. C'est ou moi ou tes gosses. Une fois de plus, marteau et enclume. Et bien entendu, une femme, sa chance, des enfants, on divorce pas d'eux. Donc, divorce. Deuxième cas de figure, la mère, toujours à l'accro, très heureuse de revoir un échec, parce que ça lui justifie son histoire, s'il se divorce, elle est belle. Waouh! Say to the night fever. Lama! Parce que tu vois, tu t'es pas entendu avec moi, mais tant que tu divorces d'elle, ça veut dire que t'es le problème. Allez les enfants, va, c'est pas grave, vous avez votre mère qui est la vengeance acquise. Tout ça, vengeance, toi sur le gosse. Le gosse, maintenant, il a juste 8 ans. Il sait plus où il habite. Il est complètement fini, le gosse. C'est-à-dire que quand tu lui parleras de mariage, il va te dire, je suis homo. Non, parce que j'ai vu les hommes et les femmes, vous êtes insupportables. Donc, c'est quoi? Vous avez créé une anomalie. Vous m'avez rendu chèvre quand j'étais petit. J'ai pas envie d'être vous. Vous me dégoûtez. Et avec l'âge, alors c'est l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être s'échapper dans toutes sortes de fantasmes, devenir un homme qui va faire souffrir d'autres femmes, ou un homme qui va se soumettre à une femme pour éviter. On lui a pourri sa vie. Je peux durer des heures sur les exemples et vous donner des exemples sans fin. J'aimerais juste vous répondre. Juste regarde s'il y a des questions précises qui sont dans le sujet. S'il y a un décès, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, on a éliminé un gros sac de nœuds de l'autre côté, puisque les morts ne parlent pas. Ils voient tout, ils prient pour leurs enfants. La différence, c'est qu'un mort n'est pas débile. Là, dans le monde de vérité dans lequel il est, il va prier pour que les enfants soient heureux. C'est la différence entre un vivant et un mort. C'est que dans le monde supérieur, on voit que tout vient d'Hachem et que Bémet, on ne fait que payer nos dettes. Donc, il voit la vérité, ce qui fait qu'une maman, quand elle est morte, elle prie pour que la nouvelle belle-mère radoucisse son cœur. Parce que il y a aussi un sac de nœuds très important vis-à-vis de la belle-mère, c'est que, comme je l'ai dit et expliqué, les beaux-pères n'aiment pas spécialement les enfants de sa nouvelle femme. Il faut que vraiment, chez le père, il faut que ce soit les enfants qui achètent son cœur. Donc, il faut que tu le mérites pour que je te donne un petit sucre, une caresse de chien. Et en ce qui concerne, donc, on va essayer de créer l'ambiance, mais ils s'y prennent très mal. Allez, les enfants. Allez, on est une famille, hein. Une famille. Tu crois que c'est comme ça que tu vas régler le problème? Allez, les enfants, hein. On va pas se prendre la tête. On est une nouvelle famille à 2021. On vient de se voir avec maman. Tes enfants, ouais, super. Quel débile. Tu crois que t'as dit ta phrase, c'est bon? Ça va se passer bien? Mais tu réverbères. Non. Je vais vous expliquer le mode d'emploi, comme ça, avec l'aide d'Hachem. Quand je vous expliquer, c'est pas que moi je sais mieux que vous, hein. Je vous fais partager mes études et en même temps les résultats sur 25 ans d'expérience avec des couples recomposés qui ont donné des résultats merveilleux puisque moi-même je le vis avec ma femme. Donc il n'y a pas mieux que sa propre expérience pour pouvoir le vivre parfaitement. Résultat, Ezrat Hachem Itbarach, c'est que les belles-mères non plus n'aiment pas trop les enfants des autres, surtout si elles ont leurs propres enfants avec le nouveau mari. Ce qui fait que quand elles ont leurs propres enfants, bien comme toute lionne défendra d'abord ses lionceaux avant de défendre les lionceaux de l'autre, il y a une espèce de situation compliquée. Alors, la première règle, je vous le donne dès maintenant. Vous avez vu combien il y a de sacs de nœuds, hein? L'enfant lui-même, il est sac de nœuds. Le père biologique, il est pas sac de nœuds. Il est foutu au niveau des sacs de nœuds tellement il s'y prend mal. Il croit qu'avec la force et la punition, et les hurlements et les coups, il va régler les problèmes. Et il croit qu'en donnant tout à ses enfants, parce que j'ai oublié de vous parler de la pathologie la plus grave du divorce, c'est la culpabilisation. La culpabilisation. C'est-à-dire que le père va culpabiliser du divorce. Et là, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'il veut, il donne. Ouais, mon fils, tu comprends, c'est un fils de divorce. Et alors? L'éducation, elle s'arrête parce qu'il est divorcé? J'ai pas compris, là. Où est le problème? Alors, c'est où il est complètement barre d'acier, très dur, imposant. Tu veux pas me pourrir ma vie? C'est un truc de fou. Ou alors là, c'est du n'importe quoi encore plus grave à mes yeux. C'est, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu prends comme tu veux comme argent. Tout ce que tu veux, tu l'auras, mon fils. Parce que, moi, je ressens ta douleur. Parce que, tu vois, parce que ton fils est divorcé, alors, comme tu es divorcé, moi, tu comprends, j'ai un problème personnellement de conscience. Donc, pour acheter ma conscience, je vais tout lui donner, donc je vais le pourrir encore plus que ce qu'il a déjà pourri sa vie. Ou plutôt, on lui a pourri sa vie. Donc, on enlève toutes les limites. C'est du n'importe quoi, du non-stop, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi.
Tu fais même pas ça pour l'enfant, tu fais ça pour toi, en fin de compte. Parce que comme tu as une mauvaise conscience d'avoir divorcé de sa mère et que lui, c'est le pauvre, alors tu vas l'enrichir sans lui donner frontières, ce qui fait que tu vas en faire un pur pourri qui manquera de respect à tout le monde et ne sera plus jamais capable d'aimer. Tous les vrais psychologues qui s'y connaissent en pathologie te diront qu'un pervers narcissique vient ou d'un enfant totalement délaissé ou d'un enfant complètement gâté. Comme le dit le Rambam dans l'Ilchot Deot, tout excès mène à la catastrophe. Ouais, dans les catastrophes. Asma, c'est un enfant divorcé, ça séduit quand même, hein. C'est pas de problème. Hein. T'es pas obligé de lui acheter 2 PlayStation parce qu'il est divorcé. Hein. Sa PlayStation, il la veut, il faut qu'il la mérite. Il faut apprendre à nos enfants à mériter les choses. Et leur faire comprendre que, eh bien, ils ont une épreuve dans leur vie, qu'on sera là pour eux, mais toujours en tant que père et toujours en tant que mère. Parce que quand on aime vraiment ses enfants, non seulement on ne les utilise pas, mais on veille aussi à leur éducation. Ce n'est pas une raison pour les laisser nous insulter, c'est pas une raison pour les laisser devenir fous ou pour dépenser n'importe quoi ou faire n'importe quoi de leur vie. L'éducation continue. On essaie de récupérer ce que l'on peut récupérer. Comment on peut régler ça? Quand on veut construire un immeuble qui monte très 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 haut, dans des endroits où il y a des tremblements de terre, comme par exemple au Japon, est-ce qu'on peut créer les mêmes fondations qu'un immeuble normal dans un endroit où il n'y a pas de tremblement de terre, de problème quelconque? Non. Je vous explique en 2 mots pour que vous compreniez l'image. Quand on vient pour construire un immeuble de plusieurs étages de hauteur, d'accord? Bien, les fondations, on va aller à peu près à 1/3 en profondeur de l'immeuble dans lesquels on va mettre du béton armé, d'accord? Pour faire grandir cet immeuble. Si les fondations sont fortes, l'immeuble tiendra aux intempéries. Le problème, donc cet immeuble dont je parle, c'est le couple qui ne divorce pas. Il faut de bonnes fondations, c'est-à-dire que les parents eux-mêmes soient éduqués pour éduquer leurs enfants, qu'ils aient le même langage vis-à-vis de l'enfant, qu'ils règlent leurs problèmes en dehors des yeux et des oreilles des enfants, de telle façon à ce qu'une harmonie de shalom et de sérénité gère la maison pour apprendre aux enfants à ne pas crier, à ne pas insulter. D'où est-ce qu'ils vont l'apprendre? De la maison. C'est-à-dire que très souvent, bon, il peut y avoir des cas d'exception, la mauvaise fréquentation, on va dire, comment c'est que tu dis ces mots-là? On ne dit pas ces mots-là. C'est pas joli de parler comme ça. Il y a des cas d'exception, mais en général, le fruit ne tombe jamais vraiment loin de l'arbre. En général, Bezrat Hashem Barar. Eh bien, quand l'exemple vit à la maison avec respect les uns vis-à-vis des autres, les fondations peuvent être en béton armé. Par contre, au Japon, on ne peut pas du tout construire ce genre d'immeuble. Pourquoi? Parce que tes fondations en béton armé, plus c'est dur, et plus ça se casse. Bah oui, quand tu as un tremblement de terre, tu peux pas te permettre de creuser des fondations en mettant et en faisant couler du béton armé. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un tremblement de terre, un divorce, et un couple recomposé, c'est un tremblement de terre. Vous savez comment au Japon, on fait dans ce genre de cas? Alors je vous explique. Ils creusent à 1/3 de la hauteur de l'immeuble, effectivement. Ensuite, ils mettent une chape de béton avec des matériaux très spéciaux. Et qu'est-ce qu'ils mettent là-dessus? Vous n'allez pas me croire. Des ressorts. Des ressorts spécialement aménagés comme étant les fondations de l'immeuble. Ce qui fait que, quand il y a un tremblement de terre au Japon, les immeubles, ils font ça. Ils dansent sur le sol et ne se brisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont bâtis sur des ressorts. Ce qui fait qu'on ne peut pas donner les mêmes fondations d'une éducation quand on est un couple qui vivons ensemble et un couple qui est recomposé. Puisque la belle-mère n'est qu'une étrangère qui rentre dans la vie de mon père, qui est son choix à elle et pas le nôtre. Donc t'es pas mon choix, va crever. Et de l'autre côté, c'est pareil, quand je dis la mère, c'est pas que le père, mais j'expliquais comment il y a une différence. C'est que la belle-mère, elle a toujours le mauvais rôle par rapport au beau-père. C'est elle qui faut. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Changer les données des fondations quand on veut se marier dans un couple recomposé. Comment ça se passe? Je vous le dis, c'est très simple. Toute chose est un code de la route. Akadosh Baruch Hu, quand on est face à une épreuve qui existe et qu'on a attiré sur soi par son manque de maturité ou sa bêtise humaine, il donne toujours la clé. Troufa kadma la makle. Avant le mariage, pas après le mariage, on verra bien. Avant le mariage. Faut d'abord comprendre psychologiquement comment ça marche dans la tête d'un enfant. Faut être un petit peu pédagogue. Ne demandez jamais à vos enfants d'aimer votre conjoint. Il n'est pas obligé de l'aimer. Si c'est que la mitzvah de Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est tout. C'est tout. Il n'est pas obligé de l'aimer. On ne peut pas lui dire, ouais, pourquoi t'aimes pas ma femme? C'est pas mon choix, c'est pas ma femme, c'est la tienne. Pourquoi tu veux que je l'aime? J'aime maman, moi. Il y a besoin d'acheter sa conscience. Là, il y a des choses, des dégâts qui sont faits
On va mettre du ciment dans des endroits où il y a des tremblements de terre. Un couple recomposé, c'est un tremblement de terre, faut mettre des ressorts, bah, tu t'es trompé de fondation. Quand tu viens t'asseoir avant le mariage, c'est d'expliquer clairement les choses. Ce qui s'est passé entre maman et moi, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Papa et moi, maintenant, on est divorcés, c'est-à-dire que maman a le droit de refaire sa vie. C'est entre elle et Dieu, ne la jugez pas. Papa, il a le droit de refaire sa vie. Je ne suis plus relié avec maman. Je vous demande pardon si vous en souffrez, mais sachez qu'on sera là pour vous. Waouh! Déjà, un coup d'éponge sur la grande poussière dans cette table sur laquelle vont manger les enfants. Intéressant. Maintenant, j'ai une nouvelle à vous apprendre, qui pour vous ne sera peut-être pas une très bonne nouvelle, ou peut-être que ce sera une bonne nouvelle. Mais là, vous devez comprendre que par contre, moi, pour vous construire, je dois me construire. Je ne peux pas vivre seul. Avec maman, ça n'a pas marché, je m'en excuse, parce que vous en souffrez. Je compte me remarier avec une femme. Cette femme va rentrer dans notre vie. Je voudrais vous la présenter. Comprenez-le bien, elle ne sera jamais votre mère et ne tient pas à être votre mère. Je ne vous demande pas de l'aimer. Mais par contre, il y a une règle que vous devez comprendre et retenir à vie. Et cette règle-là, vous devez l'enregistrer. Que je sois là ou que je ne sois pas à la maison. C'est le respect. Celui qui manque de respect à ma nouvelle épouse me manque de respect. Parce que je vous aime, vous êtes irremplaçable. Mais elle va devenir ma femme, pas une copine, pas une femme de ménage, pas une cuisinière. Elle devient ma femme, mon épouse. Pas celle qui remplace maman. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est celle qui remplit mon vide à moi aujourd'hui pour lequel j'ai envie de partager mon bonheur pour mieux vous construire à vous. Vous savez, quand vous serez grand, si je ne me remarie pas, vous savez ce que vous allez me dire? Papa, je me marie. Tu sais, tu devrais refaire ta vie, mais il sera peut-être trop tard pour moi. Alors je vous demande à vous de ne pas être égoïste. Ne me jugez pas. Aujourd'hui, j'ai fait un chidour, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne me plaît. On va essayer de vivre ensemble en respectant vos conditions. Mais vous devez respecter aussi nos conditions. Ce que je tiens à vous dire à voix haute, et sur laquelle je serai intransigeant, c'est que cette femme qui est à côté de moi, vous devez la respecter. Vous n'avez aucun droit de lui manquer de respect. Vous n'avez aucun droit de mal lui parler ou lui crier dessus. Sinon, c'est à moi que vous aurez affaire. Mais que vous ne l'aimiez pas, que vous lui parlez avec votre mère, que vous lui demandez des avis à moi, votre père ou votre mère, elle ne se mêlera pas de votre vie. La seule chose qu'elle puisse vous dire, c'est que comme on va vivre maintenant ensemble, si elle vous demande de faire votre chambre, c'est pas qu'elle prend le rôle de votre mère. C'est que c'est pas non plus votre femme de ménage quand vous allez grandir. Donc vous devez le faire non pas par amour pour elle, mais au moins par respect pour elle. C'est une question de respect. Si vous n'en avez pas, et vous retirez le respect, sachez que ça ne le fera pas. Et que papa ne divorcera pas pour ça. Si cette femme ne vous respecte pas, ça ne le fera pas entre elle et moi. Je la quitterai, je le dis devant elle, pour vous si elle ne vous respecte pas. Mais je ne l'obligerai pas à vous aimer. Et je ne l'obligerai pas à vous comprendre dans vos crises à 2 balles. C'est comme le code de la route, vous voyez, c'est pas des voitures tamponneuses. On ne doit pas se toucher les uns les autres, garde tes distances. Tu veux manger? Manger. Ouais, tu vas pas, c'est bon. Ça te plaît pas, va te faire à manger, mon fils. Comment on arrive à ce genre de résultat? Quand on ne veut pas qu'il y ait des dégâts dans les couples recomposés, c'est au père de jouer le rôle. Mais qu'est-ce qu'il fait le père? Très souvent, cet enfant qui a grandi, qui s'appelle papa, il prend son sac d'erreurs et il le jette dans les mains de sa nouvelle épouse. Et sa nouvelle épouse, elle lui dit, je suis désolé, c'est pas pour moi, c'est trop lourd. Quand je lui demande un truc, il me dit, je peux pas prendre ce rôle. C'est à toi de prendre ce rôle. C'est toi le père, c'est toi qui dois écouter, pas moi. Moi, qu'est-ce que je fasse? Il m'écoute pas, je veux pas le jeter, c'est mon fils. Ok, alors moi, je prends quel rôle dans l'histoire? En fin de compte, je t'ai épousé, certes. Déjà que je dois supporter tes sauts d'humeur à 2 balles. Ce que tu m'as fait croire sur un tapis volant style Aladdin, ça a fini avec, on s'est pris le mur du palais de Jaffa. Ok? Donc je retombe de mon petit nuage. En plus de ça, tu me refourres tes gosses. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Au moins, si je m'occupe d'eux, je veux bien. Mais qu'ils me respectent, qu'ils me disent merci quand je dépose quelque chose. Je sais pas, on est parti au restaurant, il y a une femme qui a déposé une carafe d'eau, elle dit merci. Moi, je mérite pas ça. Moi, quand le petit, il est malade et que tu dis, oh, punaise, je suis au boulot, emmène-le-toi chez le médecin. Ben, je vais l'emmener parce que j'ai un cœur. Mais quand il m'insulte dans la voiture derrière, j'en ai rien à faire du médecin, de toute façon, je t'ai rien demandé à toi. Mais moi, j'ai envie de retourner à la maison. Viens t'occuper de ton enfant, il veut pas de moi.
Qui doit être le tampon des deux? Le père ou la mère biologique. C'est à elle de régler les problèmes et de refaire une circulation dans laquelle les enfants ont le devoir, écoutez bien, et le besoin de voir que papa et cette nouvelle maman, belle maman, marchent ensemble. C'est-à-dire que quand le fils il répond mal à son beau-père, il est du devoir de la mère de dire « Excuse-moi un instant, ne recommence pas ce que tu viens de faire. Tu n'as pas envie de manger, tu prends le plat, va dans ta chambre, dégage. Tu manques de respect à mon mari, tu as affaire à moi. » Le langage est clair. Ouais, de toute façon, passe ta crise. Je comprends que ça te fasse mal, passe ta crise. Mais tu ne nous feras pas divorcer. Parce que les enfants ont pour but, de façon des fois presque inconsciente, de tenter le coup de les faire divorcer. Pour plusieurs raisons. Le premier, venger peut-être maman. Le deuxième, cette espèce de jeu qui est très douloureux chez l'enfant. Qui tu préfères, elle ou moi? C'est le jeu des enfants. C'est, ouais, je vais te foutre la pagaille dans ton couple pour voir si tu tiens vraiment à moi, papa. Tu dis que tu m'aimes, eh ben, prouve-le-moi maintenant. Vas-y, jette-la, elle, pour moi. Je vais lui pourrir la vie, de telle façon à ce que je puisse constater si derrière tes mots d'amour dans ma chambre, t'inquiète pas, je serai là pour toi, eh bien, je vais te mettre à l'épreuve. Il est interdit à des parents normaux de rentrer dans le jeu de l'enfant. Mon fils, tout amour a une limite. Et viendra un jour où tu quitteras la maison, tu vas te marier, et moi j'ai besoin de construire. Moi aussi j'ai besoin d'une histoire d'amour. Moi aussi j'ai besoin de vivre quelque chose. J'espère que ta mère refera sa vie. Sans rentrer dans les détails de ce qu'elle m'a fait comme bien ou comme mal. Et pour cela, il faut avoir beaucoup de maturité. Le problème, je vous dis franchement, c'est que on vient tellement avec des sacs de nœuds de notre passé, de douleurs intérieures, de rassera intérieures, et on arrive avec tout ça sur la table pour régler d'autres sacs de nœuds. C'est-à-dire, tu peux pas régler les sacs de nœuds des autres si toi-même, avec toi-même, t'as pas réglé tes sacs de nœuds. Parce que les gens font des amalgames. Eux-mêmes viennent des fois de parents divorcés, ou alors ils sont dans le pétrin, par exemple, financier, ils ont leur père qui est blindé, ils demandent de l'argent au père, le père, il les ignore. Donc ils viennent avec toute cette... Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux partir, toi aussi? Pourquoi tu me parles comme ça, papa? J'ai rien dit de mal, j'ai un peu mal répondu, c'est vrai, mais pourquoi tu t'énerves? Résultat des courses, apprenez d'abord à défaire vos nœuds avant de rentrer sous la roupa. N'oubliez pas, un couple qui vient avec des enfants recomposés, c'est pas les mêmes fondations qu'un couple qui ont fait des enfants ensemble. Il y a des ressorts là-bas. Il va falloir rebondir sur beaucoup de points. Et un des premiers points du ressort, c'est que quand tu rentres sous la roupa, pose-toi bien la question. Est-ce que cette femme que tu l'épouses vraiment pour la rendre heureuse? Est-ce que tu seras prêt à la défendre? Est-ce que tu seras prêt à être un parfait équilibre entre tes enfants biologiques et les nouveaux demi-frères qui vont coexister? Est-ce que tu seras là dans cette coexistence pour être celui qui instaurera le respect obligatoire? Parce que si ce respect n'a pas lieu, si ce respect ne peut pas avoir lieu, c'est qu'une question de temps avant qu'on atteigne le divorce. Et résultat, ce que ça peut donner, c'est des drames qui vont très loin, avec des enfants qui partent définitivement, qui vont se faire un plaisir de ne plus jamais donner de nouvelles pendant des décennies, afin de punir le père dans son amour-propre, ou leur mère dans un amour-propre, et on tombe dans une espèce de très grande difficulté. La première règle qu'il faut savoir, c'est qui je suis aujourd'hui, est-ce que je peux faire face à cela? Réfléchis bien. Avant de te lancer sous une roupa, est-ce que toi tu rentres un esprit déjà qui est dénoué de tout nœud? Est-ce que tu étais prêt au mariage? Est-ce que tu étais prêt à assumer la situation où, écoutez bien ce que je vais dire, hein. Ça va loin, hein. Mais au point de dire, oh, écoute chérie, regarde, mes enfants sont très difficiles, ne leur fais rien, je m'occupe de moi. C'est moi qui fais leur lessive, c'est moi qui fais leur chambre, ne te mêle pas. La seule chose que je leur demanderais, c'est de pas rentrer dans notre territoire à nous priver. Tu peux le faire comme ça aussi. Si, Bezrat Hashem, tes enfants, tu les as bien éduqués, et ça va être très dur l'éducation parce que ce que toi tu crées ici, je te raconte pas de l'autre côté comment elle va le défaire, ou le contraire, hein, ce que la mère va créer, le beau-père, le père biologique va le défaire. Pire, quand il y a de la Torah, alors maintenant c'est la mère qui devient chilonite, le père qui est resté dans la Torah, alors tout ce que va construire le père sur le domaine de la Hirat Shamaim, l'autre va le détruire, ou le contraire. Dans le cas échéant où la mère est restée religieuse, le père est devenu chiloni, vous imaginez l'enfant? Il fait un Shabbat chez sa mère, c'est tout est kadosh, ou c'est son père, c'est Dvar Torah la totale, il va avec son père, chérie, on va à la plage, il l'emmène là-bas où il y a les femmes avec un fil, là, je sais pas comment on appelle ça, ok, il les voit complètement à poil, il vient, il lui demande à manger, il lui donne des crevettes, l'enfant, il sait plus où il habite, il est complètement paumé, parce que les parents sont de purs hypocrites, et de purs égoïstes. Et j'irais presque qu'ils méritent même pas leur enfant.
C'est-à-dire que tu as rendu ton fils complètement débile, quoi. Il a plus de base, il a plus de données, il a plus rien. C'est-à-dire que toi, au moins, t'es pas chômeur Shabbat. Pense à lui. Quand tu le reçois, ce Shabbat. Sois pas égoïste. Non, moi, j'en ai rien à faire. Moi. D'accord, mais toi, tu vas au Gainam. C'est bien, mais tu l'emmènes avec toi au Gainam. T'as pas de pitié pour lui? Chas v'shalom. Mon amour. Mon amour de quoi? Mon amour de quoi? Où il est ton amour? De quel amour tu parles? De celui où t'as pas envie d'être seul plus tard? Là-bas où tu vas aller? Au moins, pense à l'enfant. Pense à lui. Pense à lui. Donnez-lui un équilibre de vie. L'enfant, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a à ma droite, qu'est-ce qu'il y a à ma gauche. Mais quand vous enlevez toutes ces frontières, et quand papa il dit ça c'est bien, et ça c'est mal. La mère a dit, ah non, pas du tout. Ça c'est mal, et ça c'est bien. L'enfant il fait quoi? J'ai compris une chose. Vous êtes deux fous. Vous savez même pas ce que vous racontez. Parce que si mes propres parents qui sont adultes, ouais, ils disent le contraire de ce que l'un est et que l'autre est, c'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un qui te dit, t'as pas besoin de Shomer Shabbat, la Torah c'est des ch'touillottes. Et que l'autre, il dit, Chaz v'shalom, la Torah c'est la vérité, mon fils. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Tout le monde, c'est un vrai juif de mère juive. Il faut vérifier aujourd'hui qui est juif, je vous le dis. À part toutes les clipotes qui nous habillent. Mais toi, tu veux pas être religieux. D'accord? Tu reçois tes enfants. Fais l'effort de pas allumer la télévision le Shabbat. Fais l'effort de pas fumer à côté d'eux. Pas pour toi, pas vis-à-vis de Dieu. Que toi, t'es fâché contre Dieu, tu veux tuer Dieu. Monte, fais la tour de Babel et va te suicider. C'est pas le problème. Mais ton fils ou ta fille, laisse-le au moins dans la lumière de la Torah. Montre-leur au moins que papa est très religieux. Moi, je suis moins traditionnaliste. Ou maman est très religieuse. Au moins, ici, on est plus traditionnaliste. Et pas l'enfant, il va être chômeur Shabbat le vendredi soir, le lendemain avec une cigarette. Pourquoi? Il dit, bah, comme maman. Maman, elle fume, je fume, moi. Bah, mon exemple, c'est ma mère. Mon exemple, c'est toi. Je sais plus, et puis je m'en fous, moi, de tout ça. Et puis, si Dieu existe, il avait qu'à régler le problème. Parce que lui, il n'est pas capable de régler le problème. La reine, n'oubliez pas, tout ce que vous venez d'entendre, de le mettre d'abord en pratique. Et si on a perdu une femme, alors dans ce cas-là, il faut comprendre que cette femme, qui n'est autre que la belle-mère, a un rôle encore plus difficile à jouer. Malgré le fait qu'il y a un sac de nœuds en moins à régler, ça reste toujours une culpabilisation vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de la vie. Les enfants sont révoltés contre Dieu, donc tout ce qui touche à la Torah les dégoûte. Pourquoi tu m'amènes à la Torah? Tu veux que je respecte un Dieu qui m'a pris ma mère, mais qui là est un. Donc il faut rentrer dans toutes ces considérations et veiller à devenir meilleur chaque jour. Et c'est pour cela que moi je vous conseillerais juste une chose. Vraiment. Vraiment de tout mon cœur. On va pas faire de course ce soir, il est déjà tard. J'ai aussi une épouse qui m'attend à la maison. Mais vous pouvez pas savoir combien c'est un équilibre dans une vie d'être souriant. Souriant dans la vie. Prenez un sourire. Avant chaque chose, avant tout dialogue, apprenez à sourire. Et votre sac de nœuds personnel, vous le laissez à l'entrée de la maison, pas dans la maison. Vos problèmes de travail, vos problèmes de santé, vos problèmes de tout ce que vous voulez, ne le reportez pas sur des enfants qui ont besoin d'être remontés et non pas détruits. Et si vous n'arrivez pas à les comprendre, alors réécoutez ce chiour. Parce que ici, je vous explique des choses fondamentales où vous allez demander à vos enfants de vous comprendre alors que c'était à vous de les éduquer. C'était à vous de les comprendre, c'est pas à eux de vous comprendre. Vos enfants n'ont pas à rentrer dans tout ce qu'ils ont vécu. Un enfant qui a perdu sa mère, qu'est-ce que tu veux qu'il soit? Un rabbin demain? Tu veux qu'il aime prier Dieu? Mais il n'aime pas ton Dieu. Ton Dieu, il n'aime pas, il a pris sa mère. J'aime pas, moi, ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Et nous, on va lui dire, ouais, t'as pas de pitié pour ta mère, tu fais pas le kaddish, tu viens pas prier pour elle, tu fais pas de mitzvot. Mais j'y crois plus. Je suis dans une phase de destruction et toi, tu veux que je sois construit? Mais papa, il y a deux choses que j'ai à dire. Non seulement je veux pas de Dieu, mais le pire, je veux pas être comme toi. Pour moi, toi aussi, t'es un raté. À la limite, j'aurais préféré à la limite presque que toi, tu meurs et maman, elle reste vivante. C'est ce qu'un gosse peut sortir à voix haute quand il n'est pas compris dans sa douleur. Parce que, comme on le savait tous, on a un côté animal en nous. Et quand un animal est blessé, il est 2 fois plus dangereux. Faites attention. Ne pas trop tirer sur l'élastique. Faites attention de comprendre vos enfants. Et arrêtez de croire qu'avec des menaces, des coups, et je ne sais pas qui, pas que pas quoi, vous allez régler les problèmes. Arrêtez de étudier un peu, tu fais rien de ta vie, tu seras rien, tu seras un raté. Ça lui parle même plus au gosse. Il est tellement mal à l'intérieur de sa vie à chercher qui il est, qu'il a ce coup de pelle qu'il reçoit sur la tête. Non seulement ça va pas l'aider, mais vous allez juste créer encore plus de haine jusqu'au jour où, chas v'shalom, vous l'aurez même enterré dans le monde futur parce qu'il en viendra à lever la main sur vous.
et vous n'aurez été que le seul responsable. Pourquoi? Parce que vous manquiez tout simplement de maturité, de recul et de psychologie. Des fois, il faut utiliser la manière forte. Des fois, il faut utiliser la manière douce. Mais la meilleure façon de régler les choses, c'est dans le calme, avec le sourire, et laisser nous apprendre, nos enfants, doucement, doucement apprendre de la vie, à trouver leur place dans la société, dans la famille et dans leur avenir. Soyez patients, soyez unis. Et surtout, comme je le dis souvent, si la belle-mère, elle souffre énormément, toi au moins, sois à la hauteur, donne-lui l'amour dont elle a besoin, donne-lui les cadeaux qu'elle mérite tellement d'avoir éduqué des enfants qui ne sont pas les siens. Sois là pour elle. Non. Non seulement c'est elle qui se tape tout, elle a plein de réflexions, elle n'a pas le droit spécialement à beaucoup d'amour, pas spécialement à beaucoup de compliments, et on l'enterre vivant, elle aussi. Jusqu'au jour où on se dit, de toute façon, j'ai envie de tout quitter. C'est-à-dire, le mec, il est tellement lâche et bidon qu'il a envie de tout quitter maintenant. Ça, quittons le bateau que j'ai foutu le feu. Vraiment. Comme je le dis souvent, avant d'éduquer les enfants, je pense qu'il faut d'abord éduquer les parents. Après, je mettrai juste cette Nekuda, que si vous n'avez pas réussi votre mariage, ou réussissez votre divorce, et si vous avez eu le mérite de vous remarier, au moins soyez à la hauteur des échecs que vous avez vécus. Mais je vous en supplie, ne demandez pas à vos enfants de compléter vos échecs personnels. Eux ont déjà commencé une vie très tordue. N'en rajoutez pas plus. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Et, je tiens à le dire à voix haute, si dans ce discours j'ai blessé quelqu'un ou que quelqu'un s'est senti visé alors que je ne fais allusion absolument à personne, je parle de façon générale avec du Da, Torah, sachez-le, je m'en excuse, mais je ne vous demande pas pardon pour des vérités que vous avez entendues. Kol Tuv et Litraot.